De chefs d'État et de gouvernement sont présents sur place. 60 pays en tout sont représentés. À noter la présence du chef de l'ONU, Ban Ki-moon, et la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Alors, quel avenir pour la Libye? Je vous représente très rapidement nos invités, si vous nous prenez en cours. Mohamed Wafa, libyen universitaire. Mathieu Mabin, grand reporter à France 24. Antoine Sfer, directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient. Et Éric Dénessé, qui est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Autour de Nicolas Sarkozy, ceux qui vont donc diriger la Libye de demain, en tout cas la phase de transition. Deux hommes comptent aujourd'hui. Moustapha Abdelhalil, président du CNT, du Conseil national de transition, et Mahmoud Djibril, le numéro 2. Ils promettent l'élection d'une assemblée constituante d'ici 8 mois, une assemblée constituante qui devra rédiger une constitution, et puis ensuite il devrait y avoir des élections. Je vous propose tout de suite un portrait des principales figures de ce CNT avec notre confrère de France 2, Loïc Delamarnaye. En février dernier, c'est dans ce tribunal de Benghazi, devenu l'embryon de la nouvelle administration rebelle, que le monde découvre peu à peu les visages de ceux qui seront les maîtres de la Libye d'aujourd'hui. Quelques jours plus tard, une délégation du tout neuf Conseil national de transition est reçue à l'Élysée et, surprise, je peux dire que la France a reconnu le Conseil national de transition comme étant le représentant légitime du peuple libyen. La France est le premier pays à reconnaître les instances rebelles. Et très tôt, Nicolas Sarkozy reçoit son numéro 1, Moustapha Abdelhalil, le président du CNT. L'adversaire victorieux de Kadhafi, c'est lui. Ce n'est pourtant pas vraiment l'homme d'une nouvelle génération. Ancien juge et ancien ministre de la Justice de Kadhafi, c'est lui qui avait fait condamner les infirmières bulgares. Son premier ministre est Mahmoud Djibril. Cet économiste est aussi un ancien du régime de Kadhafi. Il est à la tête d'un gouvernement où il a nommé un autre économiste, Ali Tarouni, ministre des Finances et du très stratégique portefeuille du pétrole. Ces hommes, souvent formés dans des universités occidentales, ont les compétences techniques pour gouverner. Mais il va falloir composer avec les tribus, dont le poids est important dans la société libyenne. La nouvelle hiérarchie militaire est tout aussi complexe. Le chef d'état-major des rebelles s'appelle Khalifa Hifter. C'est un ancien contact de la CIA américaine. Mais lui est à Benghazi, à l'est. Or, les militaires qui ont gagné la grande bataille de Tripoli viennent de l'ouest. À leur tête, Abdelhakim Belhadj, désormais gouverneur militaire de la capitale. Il n'existe pas de photo de lui. C'est un combattant islamiste formé en Afghanistan. De quoi alimenter les peurs occidentales. Cependant, les spécialistes de la Libye s'accordent à dire que s'il a bien eu des contacts avec Ben Laden, il a toujours été en désaccord avec Al-Qaïda sur sa stratégie terroriste. Antoine Sfer, toujours cette question qu'on se pose, et on l'a posée à moult reprises sur ce plateau. Est-ce qu'on peut avoir confiance en ces hommes du CNT quand on voit que M. Abdelhalil, qui préside ce CNT, a par exemple condamné les infirmières bulgares? Il était un juge de Kadhafi, donc s'il avait reçu l'ordre de condamner, c'est où il condamnait, où il était passé par les armes. Ce n'est pas ça qui gênait Kadhafi. On se souvient comment il s'est débarrassé de ses opposants en Europe avec le parapluie bulgare. Donc il faut pas avoir la mémoire courte. Il était obligé de le faire. Bon, il a rejoint la rébellion. Abdel Fattah Younes, qui était le ministre de l'Intérieur de Kadhafi, est devenu le chef militaire des rebelles. N'oublions pas qu'on parle d'un grand pays, mais une petite population. Ça aussi. En deuxième lieu, on se pose la question de savoir si on peut leur faire confiance. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a 40 personnes dans ce CNT. Il y a une partie qui est une partie islamiste qui nous fait peur, à juste titre d'ailleurs. Cette partie islamiste est elle-même divisée entre les djihadistes, le monsieur dont vous venez de parler, Abdelhakim Belhadj lui-même, qui a été djihadiste, qui a été au sein d'Al-Qaïda même dans le lac du Cyclone, et il y a aussi les autres, notamment les frères musulmans, qui sont plutôt dans la mouvance internationale des frères musulmans, et en plus il y a des gens qui pratiquent tout simplement, notamment les confréries. La Sanoussia est une des plus importantes confréries dans le monde musulman, dans le monde soufi. Et il y a les soufis de la Sanoussia qui sont dans tout le pays, qui ne sont pas uniquement dans l'Est, là où sont concentrés les islamistes.
il est certain que la menace islamiste existe. Mais juste, je voudrais continuer. La meilleure façon dans ces pays-là, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, ici, c'est le processus démocratique. À ce moment-là, comme on dit en langue arabe, vous les retrouvez à leur propre mesure, c'est-à-dire on saura, dans le cadre d'un processus démocratique, quel est leur véritable taux de popularité. Pourquoi ? Parce que vous leur enlevez leurs discours populistes qu'ils basaient sur l'oppression, sur la corruption et surtout sur le verrouillage des libertés publiques individuelles. S'il y a une liberté, s'il y a plus de corruption, ou tout au moins pas autant qu'il y en avait et pas dans les proportions dans lesquelles il y avait dans certains pays, vous pensez que leur influence sera réduite, hein. Mais bien entendu. Alors justement, je vous propose d'écouter Abdelkahim Belhadj, le chef donc, du conseil militaire à Tripoli. Il était au micro de France 24, donc on va le voir en images. Antoine Sfer nous le disait à l'instant, c'est un ancien djihadiste qui a eu des liens avec Al-Qaïda. On écoute Abdelkahim Belhadj. Nous aspirons à un état de liberté, de justice et d'égalité, où le droit sera assuré pour tout le monde, pour tous les Libyens. Un État qui aspire à toutes les valeurs d'une société honnête et vertueuse. J'espère que cela se réalisera bientôt et de manière civique entre toutes les couches sociales de la Libye. Éric Dénessé, on doit avoir peur d'hommes comme Abdelkahim Belhadj. Et surtout, on dit que certains membres du CNT voudraient imposer la charia. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'on doit avoir peur de l'islamisme? Oui. Est-ce qu'on doit avoir peur du GICL en Libye? Attendons quelques semaines avant de voir. Je pense qu'il y a un risque très important. Je suis moins optimiste. Alors le GICL, c'est le groupe islamiste combattant libyen. Qui est affilié à Al-Qaïda, qui est un membre fondateur d'Al-Qaïda très tôt, qui est préexisté à Al-Qaïda, puisqu'il a été formé avec des anciens combattants d'Afghanistan. Il a commencé la lutte contre Kadhafi à partir des années 96. Donc ils ont une vraie tradition du combat, à la fois contre Muammar Kadhafi. Et n'oublions pas aussi que les Libyens ont été en proportion les gens qui ont été le plus engagés dans des attentats suicides en Irak, et notamment les Libyens des fiefs islamistes qui viennent d'Al-Baïda et de Derna. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Le problème, c'est que depuis le début, le CNT est une structure tout à fait hétérogène. C'est un front dans lequel il y a à la fois des gens extrêmement respectables, et les démocrates du CNT, les gens qui viennent de la Ligue libyenne des droits de l'homme, partagent les valeurs de démocratie et valeurs occidentales que nous avons. C'est vrai aussi pour le président du CNT, son numéro 2, Mahmoud Djibril? Absolument. Alors, c'est le cas de Mahmoud Djibril, tout à fait. Il y a après, et là je ne rejoins pas l'analyse d'Antoine Sfer, il y a les anciens du régime, et les anciens du régime... Dont le président du CNT, donc, qui était ministre de la Justice, très marqué, qui est en plus très proche des frères musulmans. Donc, je ne veux pas dire que... Younes ? Non, Abdel Jalil. Ah. Et on a quand même des gens qui, malgré le système Kadhafi qu'on connaît bien, ont accepté de jouer le jeu, et on les exonère très très vite de leur implication avec un régime Kadhafi. Il est évident qu'il fallait renverser ce régime, mais on a trop fermé les yeux sur la réalité du mouvement. Et puis il y a bien sûr, comme Antoine Sfer le disait très bien, les différentes composantes. La réalité, c'est que depuis le début, on a vraiment le sentiment que les autres factions du CNT ont compris qu'il fallait mettre en avant les démocrates et les libéraux pour donner à l'Occident ce qu'il attendait. Donc ils nous servent ce discours très rodé sur la démocratie et les droits de l'homme, et puis on prend la charte du Conseil national de transition, qui est leur projet de constitution, et l'article numéro 1 stipule expressément qu'effectivement les sources du droit seront issues de la charia. L'article numéro 2. Non, l'article numéro 1. Et alors, parce que j'ai peut-être une version antérieure. Ça, c'est écrit dans cette constitution. C'est écrit noir sur blanc, et ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans beaucoup de régimes du monde arabo-musulman. Mais c'est cette constitution qu'ils vont tenter de faire voter ensuite par l'Assemblée constituante. C'est comme l'accord dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il va y avoir différentes versions, que les choses vont évoluer en cours de route et qu'on aura peut-être un résultat différent. C'est pour ça qu'il faut attendre un certain nombre de semaines. Mais si vous voulez, j'ai une double inquiétude. D'abord, pour nous occidentaux, est-ce que nous n'avons pas mis en place quelque chose qui, sans être pire que le mal, peut être aussi dangereux d'une façon différente que le régime Kadhafi? D'autre part, c'est pour nos amis libyens qui sont des vrais démocrates au sein de CNT. Est-ce qu'ils ne vont pas être dévorés par les islamistes? Ça fait partie des hypothèses ouvertes. Nous n'avons pas la solution aujourd'hui. Monsieur Wafa, vous voulez peut-être réagir à... Bon, écoutez, moi... Est-ce que vous êtes inquiet aussi? On sait que ce CNT est très hétéroclite. Je ne suis pas inquiet, comme il a dit M. Sfer, que nous, on va avoir un processus démocratique dans le pays, qu'on le veuille ou pas. Qui n'est pas incompatible avec la charia. Non, peu importe. Peu importe. Attendez, laissez-moi finir ce que je veux dire.
Bon, ça dépend de la charia. Qu'est-ce qu'on veut dire par la charia aussi, hein. Parce qu'il y a des charias... Par exemple, que le mariage soit par la charia, ça n'a rien à voir avec la politique. Le mot charia terrifie. Non, mais il ne faut pas jouer sur les mots. Moi, l'essentiel pour moi, c'est la chose suivante. Premièrement, il faut qu'on passe aux élections. Il y a le peuple libyen qui va dire son mot sur ce plan-là. En tout cas, plus que jamais. Voilà. Et en plus, ces islamistes, peu importe d'où elles viennent, ils sont engagés auprès de la CNT de respecter la loi démocratique et de respecter... Ah, il vient de le dire, oui, il vient de le dire. Oui, il vient de le dire, absolument. Il vient de le dire. Oui. Mais, partons dans cette direction. Qu'ils participent avec nous dans les élections libres et transparentes. Et on verra par la suite. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne sont pas majoritaires en Libye aujourd'hui. Voilà. Certainement pas. Voilà. Ça reste un épiphénomène. Moi, je n'ai pas fréquenté ces leaders politiques-là. En revanche, les équipes de France 24 n'ont pas cessé de fréquenter la rébellion depuis le premier jour. Je crois qu'on est tous d'accord, nous qui sommes allés sur le terrain, qui avons fréquenté ces gens, pour dire que le sentiment islamiste ne nous a pas sauté aux yeux. On a quelques éléments de comparaison pourtant. On travaille aussi en Afghanistan, au Pakistan, dans des pays où là, je sois bien clair. On n'a pas vu de mouvement islamiste en première ligne. Ce ne sont pas eux qui ont emmené les foules. Ce qui a emmené les foules, c'est l'envie de liberté. C'était bien plus la révolution du requin orange sans idéologie. Sans idéologie. Sans idéologie. La liberté. Aspirer à la liberté. Des gens très jeunes, des gens de 20 ans, qui n'avaient en fait que comme moteur que l'envie de changement. La fin de Kadhafi. Quand on entend Belhadj, on sent le discours rodé. C'est de la rhétorique, c'est rodé. On ne peut pas le croire. Mais, on ne peut pas le croire. On peut pas le croire. Mais suivons le menteur jusqu'à sa porte. Voilà. Ça, c'est votre... mais bien entendu. À partir du moment où il le dit publiquement, il s'engage auprès du CNT, il faut aller avec lui jusqu'au bout. Et au moment où il... Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point, tout à fait d'accord, ils n'ont pas la majorité, ils représentent... Si aujourd'hui, il y a des élections hic et nunc, on peut estimer entre 25 et 30%. Non, même pas, je pense. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, parce qu'il y a eu répression, parce qu'ils ont connu la prison sous Kadhafi, parce que... etc., etc. Mais, à partir du moment où l'Occident a commencé ses erreurs, dans les années 50, on a la mémoire courte. C'est l'Occident qui a fait France, Grande-Bretagne et États-Unis l'alliance stratégique avec l'Arabie saoudite en 1957, mettant fin à la sécularisation des sociétés arabes et relançant, grâce à l'Arabie saoudite, l'islamisation littéraliste, radicale, rétrograde, en gros, des sociétés arabes. C'est l'Occident, aujourd'hui, qui a permis à Sadat, qu'on adule partout pour ce qu'il a fait à Jérusalem, et on a raison, mais on a oublié que c'est Sadat qui a introduit dans la constitution égyptienne que le Coran et la charia sont source de législation en Égypte. C'est ce à quoi on ne pourra pas échapper en Libye. Clairement peut-être. La nouvelle constitution sera rédigée la main droite sur le Coran. Que ce soit la main droite sur le Coran, excusez-moi, mais aux États-Unis, le président prête aussi la main sur la Bible. Mais c'est pour ça que cette constitution sera rédigée en conformité avec le Coran et que ça n'est pas un mal. Une république islamique démocratique, c'est possible. J'espère que tout simplement, oui, on le voit très bien en Iran d'ailleurs, il y a des élections, etc., ou la Turquie. Mais la Turquie, la constitution est laïque. Non, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'espère que les Libyens échapperont à cet article qui implique le Coran et la charia comme source de législation. J'espère également qu'on le verra pas. Je crois que ça n'est pas possible. J'espère qu'on ne le verra pas non plus en Tunisie. Alors que l'article 2 de la Tunisie, c'est la Tunisie est un pays arabe à majorité musulmane. Point. Donc il y a une menace, il y a un risque, bien entendu. Mais on peut aussi accompagner ceux qui ne veulent pas de cela au sein de la Libye. Cette information, si vous voulez bien, le CNT libyen vient d'annoncer bien que plusieurs dirigeants du régime Kadhafi se sont enfuis en Algérie et en Égypte. C'est en tout cas ce que rapporte la chaîne de télévision Al Arabiya. On arrive bientôt au terme de ce débat. J'aurai encore deux questions. Qu'est-ce qu'il a annoncé la télévision Al Arabiya dit que le CNT libyen annonce que plusieurs dirigeants du régime Kadhafi sont enfuis en Algérie et en Égypte. C'est pour ça qu'il faut être
très prudent. Éric Dénessé. Je voulais rajouter un mot sur l'évolution de la Libye qu'on souhaite bien sûr pour le peuple libyen comme pour la paix régionale la meilleure possible. Mais il y a un paradoxe, c'est à la fois le pays qui a le plus haut niveau de développement et d'éducation en Afrique, et en même temps c'est un pays qui a été, comme on le disait tout à l'heure, qui n'ayant pas de société civile des classes moyennes va avoir du mal à s'adapter à la démocratie. Et l'un des risques qui nous pend au nez, n'oublions pas l'expérience de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, des pays comme la Roumanie et la Bulgarie sont aux yeux du français moyen des démocraties. Or, ni plus ni moins, vu qu'il n'y avait pas de structure qui le permettait, ce sont très souvent les anciens communistes avec le soutien des services spéciaux qui ont changé d'étiquette, qui sont devenus libéraux, sociodémocrates, républicains ou autres, qui sont au pouvoir. Donc, il faut aussi prendre conscience que ce genre de scénario, c'est-à-dire que cette simili-démocratie avec des anciens du régime, qui soient dans le cas libyen ou des anciens kadhafistes, des anciens, rentre dans le système et nous donne une démocratie canadaraille qui ne fera que reporter des problèmes. Mais c'est peut-être aussi une bonne phase de transition. Antoine Sfer, on arrive bientôt au terme de ce débat et ensuite je voudrais, le mot de la fin, ça sera pour vous, Monsieur Wafa. Antoine Sfer, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, on voit tous ces chefs d'État réunis autour de Nicolas Sarkozy, la Ligue arabe aussi, qui a fait le déplacement avec son président, la France qui a été quand même à la pointe de l'intervention en Libye. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle politique arabe de la France, ou en tout cas de la naissance d'une politique arabe de la France? N'allez pas trop vite en besogne. Il n'y a pas de politique arabe de la France, il y a une politique étrangère de la France qui doit défendre des intérêts français. Soyons cyniques, mais réalistes. Il y a aujourd'hui une position de la France à récupérer dans cette région du monde. On a raté la Tunisie, on a été en retrait en Égypte, il fallait être, on s'est tué au Yémen, on a laissé faire l'Arabie Saoudite à Bahreïn. Aujourd'hui, on regarde avec beaucoup de sévérité la Syrie. Mais on a agi en Libye parce que tout d'abord Kadhafi était affaibli, parce que tout d'abord l'armée libyenne ne pouvait pas soutenir des bombardements de l'OTAN. Il était plus facile d'aller en Libye que de se risquer ailleurs, aussi simplement. Alors, la preuve, c'est qu'on ne se risque pas en Syrie. Ben là, ni à Bahreïn. Voilà, c'est une autre affaire. La Syrie a encore la puissance de nuisance que dans la région du Proche-Orient. Et donc, à partir de là, on s'est fait plaisir en espérant en retirer des bénéfices autres, tout simplement, qu'intellectuels. Le mot de la fin pour vous, Monsieur Wafa, vous êtes libyen, vous avez vécu cette révolution à Tripoli. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale? Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion qui se tient en ce moment même à Paris? J'attends de cette réunion qui nous apporte l'aide nécessaire pour mettre notre pays sur pied. Et je vais ajouter autre chose, la Libye c'est un pays musulman et les Libyens, la plupart sont des musulmans modérés. Les extrémistes, on peut les compter sur les doigts de la main. Et j'ai confiance à l'avenir, j'ai confiance à la Libye, ou la nouvelle Libye. Et je suis sûr et certain qu'on va s'en sortir de cette impasse. Et on aura un pays démocratique et un pays musulman modéré. Mais on termine sur cette note d'espoir avec Monsieur Wafa. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. À ne pas manquer dans les prochains jours ce document exceptionnel de Mathieu Mabin, donc, qui a suivi cette colonne de rebelles, la première colonne de rebelles qui est entrée dans Tripoli. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur France 24. Restez avec nous. Nous suivrons en direct la conférence de presse que va donner tout à l'heure Nicolas Sarkozy et la chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton. À demain.